Bonjour à tous. Dans Actu Matin, ce matin, on va parler du Parti Les Démocrates et des moments qu'il traverse. Le parti doit faire désormais sans son président, notamment Boni Yayi, qui a maintenu sa décision, vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'il reste comme chemin à faire pour le parti afin de survivre aux différentes péripéties qu'il a connues récemment en étant absent à d'importantes élections? Et quel sera son comportement justement pour la plus importante qui arrive, je parle d'élections toujours, notamment le 12 avril prochain. On va questionner un peu le contexte politique et proposer quelques analyses avec les débatteurs tout à l'heure. Ce sera justement un débat qui sera introduit par le commentaire de Franck Kaounou, intitulé Les démocrates sans Yahi entre repositionnement et survie politique. Mon invité aussi va parler politique. On va examiner le contexte de la floraison des mouvements politiques de soutien à Wadaï. C'est le produit le plus vendu sur le terrain politique actuellement et chacun s'y met en tout cas. Quelles sont les tendances sur le terrain et au-delà justement de la question du 12 avril prochain, quels sont les enjeux pour un Bénin unifié? On questionnera Ange Oxy Gomez Mekoum. Il est donc président d'un mouvement de mobilisation citoyenne à la base. Il nous dira deux mots à ce sujet-là. En dehors de ces deux éléments, toutes les rubriques que vous aurez sur Actu Matin, vous les connaissez très bien. La revue de presse pour faire le tour d'horizon de l'actualité et dans les détails des informations relayées par les quotidiens dans leur production d'aujourd'hui. On va aussi faire un autre tour d'horizon, celui-là consacré justement aux informations relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin. Ça s'appelle Bénin en 7 jours, un exercice hebdomadaire de Idriss Boukari que vous aurez justement à décrypter. Vous aurez Sport Matin, vous aurez le bulletin de l'information avec Florence Bossa. Avant tout cela, voici la une des journaux. On va commencer par Fraternité qui nous propose justement l'actualité politique liée, comme je le disais, au mouvement politique en floraison à Cotonou, sous la houlette de la plateforme des mouvements et acteurs soutenant la candidature du duo Wadaï Talata, synergie de mobilisation au plan national, grande mobilisation de Bénin uni et solidaire, Ouida impressionne Romuald Wadaï. Vous avez l'honorable Malik Gomina au sujet des 10 années de gouvernance de Patrice Talon, un héritage qui fait la fierté des Béninois. Théodule Nwaching, analyste politique au sujet justement du contexte politique. Le taux de participation sera l'un des véritables enjeux. Le sortilège du conformisme, ça c'est le titre de l'édito signé Anissé Carlos Oke. Vous aviez un autre test qui pourrait vous intéresser, c'est une réflexion. Opinion de Kofi à Gbemiko, juste récemment, l'univers des influenceurs, l'Éden éphémère. Voici Dynamisme Info, appel à l'unité de l'opposition à un mois de la présidentielle, une requête tardive et à la fois irréaliste. Kpakpato Média, animation de la vie politique au Bénin, rencontre annoncée entre les démocrates et le parti FCBE. Le journal La Boussole, continuité des réformes au Bénin, les démocrates de plus en plus séduits par l'option Wadani. Nous sommes avec la Nouvelle Tribune, taux de participation à la présidentielle prochaine. Les mouvements pro-Wadani intensifient la mobilisation nationale. Le journal Les 4 vérités. Séance de prière pour la nation. Le pasteur Félicien Dakodo appelle les Béninois à préserver la paix et l'unité nationale. Passons à Libération, image internationale. Le Bénin, 5e pays la plus influente d'Afrique. Le journal Le Soleil Bénin. Faut pour désamorcer la crise qui secoue la FSS. Patrice Talon est annoncé pour rencontrer les stagiaires hospitaliers ce jour. Visa Info, Guépard du Bénin. Où est passé Génote Aurore?
Le quotidien a lancé la recherche. Bénin intelligent sans Yahi, sans siège et sans candidat, l'étrange mutation des démocrates. Le journal Diakpata pour continuer. Présidentielle de 2026, Ali Khoudou affiche son soutien pour Paul Hunkpa et appelle à une mobilisation générale des militants. Voici le journal L'Observateur, Cotonou, l'ancien siège du ministère de l'Agriculture totalement rasé. Le journal Le Patriote, décision du parti LD de soutenir un candidat, le choix de la compromission averti. Le journal, accident mortel sur l'axe Zinvier-Cotonou, 2 personnes tuées, un préfet a été impliqué dans l'affaire. L'informateur, organisation du vote du 11 avril prochain, 12 avril certainement. La Sénat se veut rassurante. L'économiste climat des affaires en Afrique, qui sont les champions dans l'UEMOA. Le journal vous propose le tableau. Dabarou pour continuer. Alibori, Atakora, Colline, Plateau, Littoral, Mono, le mouvement de soutien à Wadaing se multiplie avec objectif la victoire avec un fort taux de participation. Voici l'investigateur présidentiel du 12 avril 2026, le pasteur Félicien Dakodo, prie pour la paix au Bénin. Nous sommes avec la cloche, désigné président par intérim du Parti Les Démocrates, Éric Rondeté, sur une code raide, avertit le quotidien La Cloche. Et fraternité pour la deuxième lecture, sous la houlette de la plateforme des mouvements et acteurs soutenant la candidature du duo Wadaing-Talata, synergie de mobilisation au plan national, grande mobilisation de Bénin unie et solidaire. Ouida a impressionné Romuald Wadaing d'après fraternité. Et puis l'honorable Malik Gomina au sujet des 10 années de gouvernance de Patrice Talon. Il nous laisse un héritage qui fait la fierté des Béninois d'après le propos, l'avis et l'analyse de l'ancien député du Parti Bloc républicain. Théodule Nouachi, analyste politique. Le taux de participation sera l'un des enjeux les véritables d'après donc sa projection. Opinion de Kofi Agbemiko. Juste récemment, l'univers des influenceurs, c'est un Éden éphémère d'après le citoyen interrogé. Et puis l'édito signé Nessé Carlos Soké, le sortilège du conformisme. Voilà ce qu'on peut retenir en la une des quotidiens parus aujourd'hui, avec une large dominance de l'actualité liée justement au mouvement et partis politiques à l'intérieur de Fraternité. Il y a quelques articles qui, ma foi, pourraient vous arracher votre concentration. Romuald Wadaing ou Paul Hunkpa, le dilemme du parti Les Démocrates. C'est à propos justement de la présidentielle de 2026. Le parti qui avait été dirigé jusqu'à un passé récent par Boni Yahi a décidé de se prononcer très prochainement, en tout cas, sur comment est-ce que ces militants devront se comporter en rapport avec la prochaine présidentielle. Le journal a alors projeté une analyse à ce sujet. Il faut faire un constat d'après Fraternité ce matin. Les démocrates sont à la croisée des chemins. Cette posture place aujourd'hui le parti face à un choix stratégique majeur. Depuis sa création, la formation politique s'est positionnée comme l'un des principaux adversaires du pouvoir en place. Elle mène une opposition frontale contre justement la gouvernance Talon et les partis soutenant le gouvernement, notamment le Parti Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau. Et donc, de cette position-là, il faudrait justement faire un choix assez rigoureux entre réalisme politique et fidélité à l'idéal politique. Alors, quel sera, ma foi, le choix final du parti Les Démocrates sous la houlette de Éric Rondeté. Donc vous avez l'image justement à l'écran. Le journal a jeté quelques analyses qui pourraient vous intéresser. C'est à la page 3 de la production du quotidien ce matin. Toujours avec ce parti, Au-delà du choix pour le 12 avril prochain, il y a aussi un enjeu majeur concernant ce parti, c'est sa survie au-delà de la présidentielle et pour les 7 années
à venir. Éric Ngongueté est face au défi de la reconstruction dans le contexte actuel. C'est un parti en perte de vitesse, vous le savez. Hier présent à l'Assemblée nationale, aujourd'hui absent non seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau donc du pouvoir décentralisé. Je veux parler des communes. Certainement absent aussi au niveau donc de la présidentielle prochaine avec les duos qui sont déjà affichés. Alors qu'est-ce qui va se faire? C'est l'heure du leadership pour Éric Ngongueté. Qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont les choix et la responsabilité qu'il va engager pour sauver ce parti? Le journal, sous la plume de Ange Pauline Touama, vous propose justement quelques éléments assez intéressants. Passons à un autre acteur politique, lui là intéressant, mais du côté de la mouvance, l'honorable Malik Gomina, qui a été interrogé par le journal sur les 10 années de pouvoir de Patrice Talon, 10 années de réforme et de sacrifice. L'élu a rappelé que les transformations observées aujourd'hui sont le fruit d'efforts importants consentis par la population au cours de la dernière décennie. Dès son arrivée au pouvoir, Patrice Talon avait appelé les Béninois à serrer les ceintures, une orientation qui rompait avec certaines habitudes, mais qui, selon Malik Gomina, répondait justement à une vision assez claire. L'ancien député a estimé que ces choix ont permis de poser les bases d'un pays, un Bénin moderne, engagé dans une dynamique de progrès. Pour lui, les résultats visibles aujourd'hui démontrent que les sacrifices demandés à la population n'ont pas été vains. Mais alors, il faut un appel à une mobilisation parce que les acquis doivent être préservés, dit-il plus loin dans l'analyse. Quels sont les éléments à choisir pour comprendre un peu sa fenêtre de lecture de ce qui se passe actuellement au Bénin, cette fraternité, allez la passis. Vous aurez d'intéressants éléments. On va passer au bulletin d'information avec Florence. Bonsoir Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Et puisque nous sommes dans le contexte, mettons, électoral, on va parler politique donc avec justement la campagne nationale de remerciement des électeurs. C'est le parti Bloc républicain qui est reconnaissant ainsi avec la population de la 8e circonscription électorale à la suite des élections législatives et communales. Les responsables du parti ont salué l'engagement des électeurs, vous entendrez leurs propos. Et la cérémonie de sortie de la deuxième promotion des étudiants de l'Institut universitaire d'enseignement professionnel de métiers de l'agriculture de Djougou. Une cérémonie couplée avec la remise d'attestation à la première cohorte d'apprenants de la formation qualifiante en agriculture. On vous en dira plus. Voici le bulletin. Je vous en touchais 2 mois à l'instant. Le parti Bloc républicain est reconnaissant envers ses électeurs. Au lendemain des résultats communaux et législatifs du 11 janvier dernier, suivi de l'installation des différents élus, Florence, le parti du cheval blanc cabré est allé en campagne nationale de remerciement des populations. Oui, Tanguy, et l'étape de la 8e circonscription électorale s'est déroulée le vendredi dernier à Parakou. La délégation officielle, conduite par le vice-président du bureau exécutif national du parti, Sam Seydou Adombi, était composée d'élus, de dirigeants et membres influents de la 2e plus grande formation politique du Bénin. Ce fut aussi l'occasion d'appeler les populations à se mettre en ordre de bataille pour la présidentielle du 12 avril 2026. Jacques Tébé. Députés, maires, élus communaux et cadres du parti, ils ont tenu à faire de cette reconnaissance un devoir envers les bases après les scrutins communaux et législatifs qui ont vu le bloc républicain rafler presque tout dans la 8e circonscription électorale. Sur 6 places de députés que la 8e doit fournir, le bloc républicain en a pris 4. Et les 4 communes que compte la 8e circonscription, Tchaourou, Parakou, Kéréré et Ndaliv, sont entièrement contrôlées par le bloc républicain. Une victoire éclatante que le parti met à l'actif de ses militants et sympathisants qui ont parcouru monts et vallées pour conquérir les électeurs. Je crois à travers tout le pays, la campagne du bloc républicain a été une campagne singulière, et singulièrement à Parakou. Et quand je dis Parakou, c'est tout le Borgou. Mais le BR ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, surtout avec l'échéance de la présidentielle du 12 avril prochain. Le parti appelle à retrousser les manches
pour une victoire certaine du duo de la mouvance, Romuald Wadayi Mariam Chabita Lata. Notre mission dès aujourd'hui est claire. Retourner dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos familles, parler de ce duo. Construire autour de ce duo la même énergie qui nous a permis de remporter 49 sièges et 34 mairies. Ce que vous avez réussi aux législatives, vous pouvez le répéter à la présidentielle. Et encore plus fort. Cette victoire... Le mot d'ordre est ainsi lancé. Chaque acteur du Parti Bloc républicain est appelé à jouer pleinement sa partition pour le triomphe du duo de la mouvance dans un mois. Encore du soutien pour le duo candidat Wadayi Talata. Cette fois-ci, il s'agit des jeunes ambassadeurs de Wadayi de l'Ouémé sous la houlette donc de leur coordonnateur général, l'honorable Saka Fikara, et leur parrain Léon Basila Rossi. Ils ont tenu au stade Charles de Gaulle de Porto Novo un grand meeting d'appel à la mobilisation. Emma Roulon. Ils se font appeler les jeunes ambassadeurs de Wadayi de l'Ouémé Jao. Et à travers ce grand meeting organisé au stade Charles de Gaulle, ils affichent clairement leur détermination à soutenir activement la conquête du pouvoir par le duo Wadayi Talata. Avec Romuald Wadayi, les jeunes ambassadeurs de l'Ouémé sont enrôlés et engagés pour bâtir le Bénin de nos rêves. Plusieurs personnalités, dont les anciens députés Saka Fikara et Léon Basila Rossi, se tiennent aux côtés de ces jeunes, témoignant ainsi de leur engagement et de leur accompagnement dans cette dynamique politique. Je lance donc un appel aujourd'hui à ceux qui aiment ce pays plus que leurs querelles partisanes. Accompagnons cette nouvelle génération à réussir là où la nôtre a parfois échoué. Car ce qui compte, ce n'est pas la victoire d'un camp. Ce qui compte, c'est la réussite du Bénin. Je dis encore merci au duo Wadayi Talata qui a permis que les mouvanciers et opposants d'hier se retrouvent pour relancer le Bénin. Oui, nous devons relancer le Bénin. Et moi, j'y crois. Et votre présence massive ici aujourd'hui me donne espoir. Sous la coupole de l'honorable Saka Fikara, la machine des jeunes ambassadeurs de Wadayi de l'Ouémé est désormais lancée avec un premier mot d'ordre. Une forte mobilisation des électeurs et une présence massive aux urnes le 12 avril prochain. Le mouvement Convergence Wadayi étend aussi son champ d'action dans le département des Collines. La coordination départementale du mouvement et les structures communales de la région sont installées. La cérémonie a réuni du monde à Dassa. L'occasion est celle choisie par les membres des équipes installées pour prendre l'engagement de travailler à l'atteinte des objectifs. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudou. À la croisée de son histoire politique, le Bénin doit rassembler ses filles et fils autour de la consolidation des acquis de développement et du progrès. C'est cette conviction qui a fait naître le mouvement Convergence Wadayi. La dynamique procède ici à Dassa à l'installation de la coordination départementale des collines et de ses démembrements. Notre mission sera très première. Mobiliser et sensibiliser les populations autour des idéaux et des ambitions de Convergence Wadayi 2026. Renforcer la cohésion et la solidarité entre militantes et militants. Travailler avec méthode et discipline pour préparer efficacement les échéances à venir. Nous allons prendre des engagements pour faire la mobilisation pour atteindre l'objectif qui est d'avoir le minimum de 80% de taux de participation aux élections prochaines.
Ces hommes et femmes investis doivent travailler à renforcer l'ancrage du mouvement dans les villages, quartiers, mais aussi dans la conscience collective. Ceci permettra d'atteindre le but ultime, celui de porter Romuald Wadaini à la magistrature suprême avec un bon taux à la prochaine présidentielle. Par l'engagement des équipes installées, le département des Collines entend jouer sa partition et se hisser dans la sphère des décisions à prendre à l'avenir. Convergence Wadaï 2026 a pour objectif de s'enraciner dans tout le Bénin, avec pour point d'ancrage le département des Collines. Nous sommes donc des privilégiés et nous devons le démontrer. L'installation de notre coordination départementale, c'est le point de départ d'une mission sacrée. Celle de bâtir un pont entre nos aspirations et l'avenir de notre nation. L'histoire qui s'écrit mérite la participation de tous. D'après les organisateurs, cette contribution va permettre de faire entendre et à raison la voix des communautés pour de meilleures actions de développement. Autre volet de l'actualité, les acteurs de la chaîne pénale au Bénin approfondissent leurs connaissances théoriques et pratiques sur la répression de la criminalité transnationale organisée. L'atelier national du jeudi et vendredi dernier à l'école de formation des professions judiciaires s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'entraide judiciaire en matière pénale. Expertise France a assuré l'organisation par le biais de la coopération française au Bénin. William Cliquant. Les chefs de parquet et de juridiction, d'autres magistrats, de même que les officiers de police judiciaire, prennent la mesure des nombreuses mutations actuelles de la criminalité transnationale organisée. À cet atelier national de renforcement de capacités sur la coopération et l'entraide judiciaire, ces acteurs anticipent pour traquer plus efficacement les nouvelles formes d'ingéniosité des groupes criminels, bravant les frontières des États, comme les trafics des stupéfiants, de faux médicaments, d'armes ou encore la traite des humains. L'entraide judiciaire est donc l'arme la plus redoutable dont disposent nos États pour traquer ces criminels là où ils pensent trouver refuge et pour rendre justice aux victimes, quelle que soit leur nationalité. Les plus belles réglementations ne valent que par les hommes qui les gèrent, qui les appliquent. Elles n'auront aucun sens si elles ne sont connues et maîtrisées par ceux-là même qui sont appelés à les appliquer. Ce qui justifie les modules au programme dans cette session, le cadre juridique national, régional et international et les étapes de la préparation à l'exécution des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition. L'atelier se tient dans la mise en œuvre du projet d'appui à l'entraide judiciaire en matière pénale. L'initiative est portée par Expertise France avec le soutien de l'Agence française de développement. Expertise France voudrait espérer croire que cela va permettre à une amélioration du traitement des dossiers d'entraide pénale internationale que vous aurez certainement à gérer. L'ambition qui est la nôtre dépasse le cadre de cette section. Elle vise à terme à inscrire durablement la culture de l'entraide pénale internationale dans les curricula de formation. Une perspective également nourrie par l'équipe projet et l'EFPJ. L'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou célèbre la sortie officielle de sa deuxième promotion. La cérémonie qui s'est déroulée le vendredi dernier est également marquée par la remise d'attestation à la première cohorte d'apprenants de la formation qualifiante en agriculture. Compte rendu. C'est pour répondre à cette problématique. Cette cérémonie marque la sortie officielle des étudiants de la deuxième promotion de l'UEPMA de Djougou, couplée à la remise d'attestation à la première promotion d'apprenants de la formation qualifiante, courte de spécialisation en agriculture. Elle constitue l'aboutissement des différentes étapes de la formation, à la fois théorique et pratique. Cette approche pédagogique vise à faire de vous des acteurs opérationnels capables d'innover, d'entreprendre et d'apporter des solutions concrètes aux défis agricoles de notre pays. Chers lauréats, la formation que vous avez reçue constitue un capital précieux.
vous êtes désormais appelés à mettre vos compétences au service de l'innovation agricole, du développement de vos territoires et de la croissance de notre économie. Cet institut traduit l'engagement du gouvernement à former des professionnels compétents capables de contribuer efficacement au développement et à la modernisation du secteur agricole. Depuis 2017, le gouvernement de la République a engagé une réforme ambitieuse pour faire de l'enseignement technique et professionnel non plus une voie secondaire, mais une voie d'excellence et d'opportunité. Les instituts universitaires d'enseignement professionnel incarnent donc pour nous au niveau supérieur cette ambition. Ils forment non seulement des diplômés, mais surtout des femmes et des hommes capables d'agir, d'innover et d'entreprendre. La cérémonie s'est achevée par la visite des stands d'exposition. Une occasion pour les autorités présentes de découvrir le savoir-faire et l'esprit entrepreneurial des étudiants. Tanguy, avec vous, on va suivre cet élément politique pour finir avec cette session d'information. Oui, justement, la rédaction de Canal 3 Bénin qui a donné la parole à un acteur politique, c'est pour l'interroger sur les 10 ans de Justin Boni-Yahi. Qui c'est? Il s'agit de l'honorable Malik Gomina, lui ancien député du Parti Bloc républicain à l'Assemblée nationale, ancien maire aussi de la commune de Djougou. Il a été approché par la rédaction justement de votre télévision à Cotonou. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je dois dire des 10 années de gestion de Patrice Talon. L'homme s'est prononcé, on va suivre. Patrice Talon laisse un héritage qui tape à l'œil. Tout Béninois doit en être fier parce que désormais, notre pays, le Bénin, c'est une voix qui compte dans le Conseil des Nations et qui ne laisse personne indifférent. Rien que pour ça, le peuple béninois doit sortir massivement le 12 avril prochain pour montrer toute sa fierté. Sa fierté parce que les efforts qui ont été consentis depuis 2016 ont porté leurs fruits et aujourd'hui, le Bénin de 2026 est un Bénin moderne qui poursuit sa marche et nous devons dire à l'artisan de ce gain que nous sommes très contents de la façon dont il a conduit notre peuple pour les 10 ans que nous lui avons confiés. Et donc, dire que son héritage, nous le prenons sans avoir besoin de quelque inventaire que ce soit. Il fallait qu'il commence quelque part. Lorsqu'il a dit qu'il fallait serrer les ceintures, ce n'était pas de nos habitudes. Mais lui savait où il allait. Et c'est un bon leader. Il a montré qu'il sait là où il va et que si le peuple lui accordait sa confiance, ensemble, nous allons faire la marche. Aujourd'hui, à l'arrivée, nous sommes tous fiers. Nous avons serré les ceintures et nous avons vu ce à quoi cela a servi. Le 12 avril, nous devons sortir massivement pour rendre hommage à Patrice Talon, pour lui montrer que la façon dont il a conduit la République, la façon dont il nous a amenés à faire des progrès en si peu de temps, nous sommes fiers et nous lui rendons hommage pour cela. Nous lui disons qu'il aura droit à un repos mérité à partir du 21 mai, mais nous le manifestons à travers notre vote massif le 12 avril prochain. Voilà donc, c'était les propos de l'honorable Malik Gomina, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien maire de Djougou, qui se prononçait justement sur l'héritage laissé par Patrice Talon en 10 années de gestion. Il a surtout attiré l'attention sur la promesse de l'homme de nous faire aboutir à une bonne destination à partir justement de ce serrage de ceinture qui, il faut l'avouer, nous a bien tenu en haleine. Allez, Florence Boussa, merci beaucoup pour le bulletin. Allez, très bonne journée à vous. Prenez soin de vous et à demain. Mesdames et messieurs, dans la journée, vous aurez d'autres rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Il y a des sessions, mettons, intermédiaires que nous appelons le bulletin d'information à 11h et à 16h. Vous avez donc ces mini-sessions qui vous informent sur l'actualité nationale. Les grands rendez-vous, c'est à 13h, c'est à 19h par exemple aussi. C'est aussi à 22h30 pour ceux qui ont envie de boucler la journée d'information en beauté. Actu Matin va se poursuivre. Voici les informations sportives.
Candide, bonjour. On va démarrer ce matin par l'actualité, notamment des tout petits en prélude à la CAN scolaire de 2026. Cette année, donc, les Guépards de moins de 15 ans entament aujourd'hui même, vous l'aviez notifié, un nouveau stade de préparation. Il s'agit du deuxième stage de préparation pour la bande Séverin d'Ankara qui s'active pour aller défendre les couleurs nationales à la prochaine CAN scolaire des moins de 15 ans. Après donc le premier regroupement tenu à Grand Popo du 17 au 28 février dernier, les Guépards U15 entrent de nouveau en regroupement ce lundi dans la cité balnéaire. Et pour cette dernière mise au vert préparatoire, 26 joueurs sont convoqués par le sélectionneur Séverin d'Ankara pour 2 semaines de travail intense pour dégager le groupe final de 20 joueurs qui iront défendre les couleurs nationales au Zimbabwe du 2 au 10 avril prochain. Selon le programme établi par l'encadrement technique, cette dernière mise au vert sera marquée de 2 séances quotidiennes et des matchs amicaux pour évaluer les automatismes des joueurs. L'objectif de l'encadrement technique est bien clair: préparer l'équipe à être prête techniquement, physiquement, mentalement et tactiquement pour le rendez-vous de Zimbabwe du 2 au 10 avril prochain. Ce second stage, Tanguy, il faut le rappeler, va prendre fin le 29 mars prochain. On va suivre de très près justement pour le parcours suivant. On s'intéresse maintenant aux résultats des matchs du week-end. La 20e journée de la Ligue 1 béninoise a connu son épilogue. Oui, avec un total de 8 matchs déroulés dans le cadre de cette 20e journée de la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026. Pour cette journée, il faut le dire, la hiérarchie a été une nouvelle fois bousculée et on détient un nouveau leader au niveau de la Ligue 1. Mais parlons déjà des résultats. Buffle a été contre au partage de points avec l'équipe de l'Est Cotonou. À l'arrivée entre les Buffles du Borgou et les Diakalolo de l'Est Cotonou. Le match le plus prolifique du week-end, score nul de 3 buts partout entre Odioussé de Koma et son homologue du Damissa Football Club de Ndaldi. Et les Dragons de l'OM se sont imposés par un score de 3 buts à 2 à leurs homologues d'Aplaroui. 1-1 entre Aspac et la jeunesse sportive de Poubelle. L'USS Craqué a partagé le point d'un score nul et Liège avec l'équipe de Bani dans ce même scénario entre Espoir C de Savalou et Dynamo C L'Autopopo s'est imposé à domicile 1-0 à l'équipe de l'US Cavalier. Coton a battu par 2-0 l'équipe d'Ayema Football Club et PLS Souemap qui enchaîne avec une nouvelle défaite devant l'équipe de l'ASPO, 1-0. Le classement, le voici avec désormais un nouveau patron, Coton Football Club de Ouida, équipe vice-championne au titre du Bénin qui prend désormais les rênes de la Ligue 1 béninoise avec 40 points compteurs, un goal différentiel de plus 15, 39 points plus 13 pour les Buffles du Borgou qui descendent à la 2e place sur le classement, et puis l'AS Souemap garde la 3e place à laquelle l'équipe est descendue depuis la précédente journée. Puis au bas du classement, Ayema Football Club est 16e avec 15 points au compteur, un goal différentiel de moins 11. L'US Cavalier avant dernier au classement avec 13 points au compteur, autant de points au compteur pour Dadje Football Club qui est resté dernier au classement. Au niveau de la Ligue 2 béninoise, on a assisté ce week-end à la reprise du championnat après donc la phase aller. La phase retour a pris son envol ce week-end avec à la clé la 18e journée de compétition. 9 rencontres déroulées au total. L'AS Takuna a battu par 1-0 à domicile l'équipe de Adidia Football Club avant communiste de son déplacement à Ketou a offert une victoire de 2-1. L'équipe de Réasport de Parakou s'est imposée par un score de 2-1 à son homologue du Dynamique FC de Djougou. L'équipe de Boa a battu par 3-0 l'AS Elisport. 1-1 entre l'AS Police et Pontet Football Club. Aziza a battu par 3-1 l'équipe de Beke Football Club. 1-1 entre Abeille Djefa et puis Sitatunga lors de son déplacement à Parakou a battu par 1-0 l'équipe du Dynamo Énergie FC de Togo s'est imposée par un score de 5-2 à l'équipe des Requins de l'Atlantique. Le classement reste toujours dominé par Beke Football Club après donc cette 18e journée de la Ligue 2 béninoise saison 2025-2026. Désormais 33 points au compteur pour l'équipe
de Béké qui reste maître au classement. Sitatunga est deuxième avec 32 points au compteur, puis 30 points au compteur pour l'équipe de Diafa qui reste à la 3e position après donc cette 18e journée. Puis au bas du classement, l'AS Elisport reste 16e. Pendant ce temps, Requin et Dynamique maintiennent leur place également, 17e et 18e place pour les deux équipes avec respectivement 14 et 6 points au compteur Tanguy. Allez, on va parler des femmes. On va parler justement de football féminin. Chez les dames, on a assisté ce week-end à la reprise du championnat national des femmes de première division. Oui, après une pause de quelques semaines, le championnat national féminin a aussi repris et ça joue depuis samedi. Et le cuiron féminin sur les différentes installations sportives est déjà au cours de cette première journée de la phase retour de la première division féminine. Il faut le dire, on note une reprise en pompe pour les différentes équipes, tandis que certaines, il faut le dire, sont en grande difficulté, en déclin total en ce début, il faut le dire. D'autres se contentent des victoires. Dans la poule A, le leader de la phase aller Dynamique FC d'Abomey Calavi débute du mauvais pied, voit sa série d'invincibilité s'arrêter au cours de son 10e match de la saison. Dynamique, lors de son déplacement à Diafazongo ce week-end, a été battu par l'équipe de Nadia Football Club après avoir scoré à la première minute de jeu. Eh bien, l'équipe venue d'Abomey Calavi s'est inclinée sur un score de 2 buts à une défaite qui met fin à la série d'invincibilité du club de Dynamique FC d'Abomey Calavi. De notre côté, Aïnoui Football Club domine le champion en titre, il faut le dire avec la manière, avec un score de 2 buts à 0. Autre résultat, Nadia s'est imposé, il faut le dire, 2 buts à 1 à l'équipe de Dynamique FC, comme je vous l'ai dit tantôt. Et puis Tombo FC Nadia avec un doublé de Romain Gandono et bien entendu les buts de Saoudat Imoru et bien d'autres s'est imposé par 4 buts à 0 à l'équipe de Cefos. Espoir FC de Cotonou s'est incliné à domicile 1 but contre 2 devant l'équipe de l'AS UMSA. Pendant ce temps, les promus de l'AS Cotonou déroulent devant leurs homologues d'Assaba Football Academy sur un score de 3 buts à 1. Le classement après ces différents matchs au niveau de la poule A reste toujours dominé par le leader Dynamique FC d'Abomey Calavi avec désormais 23 points au compteur en goal différentiel de plus 10. Tambo FC d'Adiara compte 18 points au compteur en goal différentiel de plus 9 et reste deuxième au classement. L'AS Cotonou maintient sa 3e place au classement avec 17 points au compteur en goal différentiel de plus 6. Samedi au bas du classement est 8e avec 9 points moins 4. Assaba Football Academy avant-dernier au classement avec 8 points au compteur puis 7 points au compteur pour Cefos qui reste scotché à la dernière place au classement. Dans la poule B, on a assisté ce week-end à 4 matchs au total. Le leader Elite AC déroule, il faut le dire, devant l'équipe de Vigor C de Lokosa, 4 buts à 1, 3-0 pour la victoire de l'AS Caméra de Meraké à domicile devant l'équipe de Léopard. Omnisport d'Abomey, l'AS Basson, le promu de la poule B, s'est imposé par un score de 2 buts à 1 à l'équipe de Fall Football Club. Et puis l'AS GFA a partagé le point d'un score nul, 2 buts partout avec l'AS Lyon de Banter. Elite AC reste leader au classement avec 22 points au compteur en goal différentiel de plus 12. Pendant ce temps, l'AS Gamia reste scotché à la 2e place au classement, un total de 19 points au compteur en goal différentiel de plus 13. L'AS Basson est 3e au classement avec 15 points au compteur en goal différentiel de plus 5. Au bas du classement, l'équipe de Fall FC de Balkan est 6e avec 6 points au compteur en goal différentiel de moins 9. Vigor C de Lokosa 7e avec 5 points au compteur en goal différentiel de moins 8. Et puis l'AS Lyon de Baté garde la lanterne rouge avec 4 points au compteur en goal différentiel de moins 15. Tanguy. Allez, on va s'intéresser maintenant aux compétitions interclubs de la CAF. Il faut le dire, ce week-end, on a assisté à la manche allée des quarts de finale de ces différentes compétitions qui concernent les équipes sur le continent au niveau de la compétition reine pour le compte de cette saison 2025-2026 pour l'étape des quarts de finale. Mamelody Sundowns à domicile a battu par 3 buts à 0 son homologue du stade malien 1-1 pour les matchs qui ont opposé Asfa à l'équipe de Pyramide et celui qui a opposé la version sportive de Berkane à l'équipe d'Al Hilal du Soudan. L'Espérance de Tunis a battu par 1 but à 0 son homologue d'Al Ahly. Et puis au niveau de la Coupe de la Confédération, 3 matchs nuls de score d'un but partout, notamment les rencontres qui ont opposé l'AS Autour à Zamalek SC.
celle qui a opposé Al-Masri au CR Belouizdad et puis l'Olympique Club de Safi à l'équipe de Wydad de Casablanca. La seule victoire au niveau de cette manche allée de la Coupe de la Confédération, c'est la victoire de l'AS Mediama Union Tanguy devant l'équipe de l'USM Alger. Et puisque nous avions embarqué pour l'actualité sur le continent, on va justement rester en Afrique et notamment au Congo. Le sélectionneur manager Sébastien Desabre a dévoilé une liste de 26 joueurs. C'est un prélude aux barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. Une liste globalement marquée par des retours importants et surtout des nouvelles têtes en défense. Desabre a fait appel à un mélange d'expérience et de jeunesse pour cette mission commando, il faut le dire, pour la République démocratique du Congo. On retrouve ainsi des cadres comme Fayulu Kayembe ou encore Banza aux côtés des nouvelles recrues comme le défenseur Jérémy Ngakia de Watford ou l'attaquant Grady Ndiangana, auteur de belles performances en Liga avec Elche. Il faut le dire, le récent adversaire du Real Madrid en Liga. Le retour de Yohan Wissa, une bonne nouvelle pour les Léopards. Bref, un groupe qui devra rapidement trouver ses automatismes avant donc le rendez-vous crucial dans la course à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Oppose le gardien de but. On a Timothy Fayulu, Lionel Mpassi, le gardien titulaire, et bien entendu Mathieu Epolo en défense, Aaron Wan Bissaka, Joris Kayembe, Arthur Mazouakou, Chancel Memba, Dylan Matubisika et puis Steven Kapouadi, sans oublier Jérémy Ngakia, la nouvelle recrue, et bien entendu Nathaniel Bissouri et puis Assel Twenzebe. En milieu de terrain, nous avons Edo Kayembe, Noan Saadiki, Samuel Mutusami, Nathaniel Moukou, Charles Piquel Nga Ael Mouko, Priant Sipenga, Grady Diangana, Meshak Elia et bien entendu Théo Bongoda. En attaque, nous avons Fiston Maïré, Cédric Bakambu, Simon Banza, Yohan Wissa. Et bien, les Léopards croiseront le vainqueur de la rencontre entre la Jamaïque de football et la Nouvelle-Calédonie de football le 31 mars prochain à Guadalajara, au Mexique. Tanguy, un parcours remarquable pour les Léopards de la République démocratique du Congo lors des éliminatoires africaines. Les Léopards qui visent la qualification historique pour la phase finale de la Coupe du Monde, 52 années après la dernière participation, c'était en 1974. Après avoir justement, et dans cette campagne, au cours de cette campagne, je veux dire, soumis le Cameroun récemment, puis le Nigeria après, dans un match qui a été, mettons, très serré. Les Super Eagles n'ont pas pu tenir jusqu'au bout. Je crois qu'on a fini par des tirs au but pour départager, pour dire un peu la capacité de résilience, je dois dire, de la RD Congo, qui n'est pas quand même une petite nation de football sur le continent. Ça rappelle un peu ces différents parcours, notamment au rendez-vous de la CAN sur le continent. Il faut dire que c'est en tout cas l'équipe qui va certainement faire porter l'espoir au continent justement lors de ces barrages-là. On verra bien ce que ça va donner, même si du point de vue, mettons, efficacité devant les buts, il y a un problème qui se pose sérieusement. Bon, Dieu merci, il y a un certain Wissam qui vient en appui. On va espérer qu'il apporte de son expérience, de son efficacité, de sa visibilité dans le jeu. Il y a aussi au poste de gardien de but aussi, où le titulaire a commencé à être, mettons, contesté, en tout cas par les fans du football congolais, surtout avec la prestation de son deuxième adjoint, notamment celui qui a fait ces renversants lors la rencontre avec les Super Eagles. On espère qu'avec le temps, qu'ils vont pouvoir soigner un peu ces difficultés-là pour nous offrir un beau match. En tout cas, le 31 mars prochain, la République démocratique du Congo sera en mission commando pour derrière le dernier ticket impossible pour le continent africain pour la prochaine messe du football mondial. Allez, on va finir ce matin le tour d'horizon sportif par le Noble A. Le championnat du monde de boss des moins de 19 ans de la World Boxing a connu son épilogue ce dimanche à Bangkok, en Thaïlande. Les représentants béninois n'ont pu se rapprocher des podiums, réussissent à marquer les esprits pour leur premier
première apparition sur la scène mondiale de la World Boxing, ceci avec des performances remarquables. Vous allez voir sur les images Prince Agbetomin qui a aussi déroulé en maîtrise totale à son entrée en compétition. Il domine le Panaméen Joël Calvo d'entrée et sort un adversaire ukrainien au tour suivant avant donc de buter sur le Marocain Ziad El Kadari. Au tour suivant, le jeune pugiliste Prince Agbetomin était tout proche de rapprocher le Bénin du podium au championnat du monde des moins de 19 ans de cette saison, mais là-bas était haute pour lui en 16e de finale face à un Marocain redoutable, un adversaire redoutable, il faut le dire, et ça a été un duel très serré. Prince Agbetomin qui s'est défendu jusqu'au bout, c'est finalement sur décision des arbitres que le jeune béninois a perdu au point le combat. On parle là de la bosse, pas du basketball. Une défaite aux portes des huitièmes de finale, mais Prince a gagné quelque chose de grand, de l'expérience en plus, et par ailleurs, il faut le dire, au classement général, il termine 9e sur 51 participants dans la catégorie des 55 kilos. De son côté, Elisabeth Salano a elle aussi fini 9e sur 43 filles dans la catégorie des 54 kilos chez les filles de moins de 19 ans. Elle a ouvert le bal en offrant au Bénin sa première victoire dans la compétition, mais aussi celle africaine à cette édition du championnat du monde de la bosse des moins de 19 ans, et elle aussi termine 9e sur 43 filles la compétition. Allez, Tanguy, on va s'arrêter ici pour ce matin et donner rendez-vous à nos téléspectateurs à partir de 21h pour le grand rendez-vous de l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. On aura en direct depuis Bangkok en Thaïlande le directeur de la formation au sein de la direction technique nationale de la Fédération béninoise de boxe, Pascal Kouenzi, qui sera en direct avec nous ce soir pour faire le bilan de la participation des 3 représentants béninois à cette édition du championnat du monde de boxe des moins de 19 ans en terre thaïlandaise. Il fera avec nous le bilan de la participation et surtout les enseignements à tirer pour mieux préparer les prochaines échéances à venir, notamment celle des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar de 2026 qui pointe à l'horizon pour les graines olympiques. Au-delà de ça, on aura sur le plateau de Canal Sport ce soir au cœur des discussions 2 sujets qui viendront meubler les discussions, et notamment le sujet sur la participation des léopards de la République démocratique du Congo au barrage intercontinental. La mission commando pour les hommes de Sébastien Desabre derrière le dernier ticket qualificatif du continent africain pour la prochaine messe du football mondial. Au-delà de ça, le basketball aussi sera au cœur de nos discussions, mais aussi la reprise du championnat national de football féminin avec une reprise en pompe pour les différentes équipes. Le leader qui est allé enregistrer une défaite à Diefa Zongo. Au-delà de ça, l'équipe championne en titre qui perd d'entrée devant l'équipe d'Ainovi Football Club. Le basketball avec la phase allée de la première phase du championnat professionnel de la saison sportive 2026 qui a connu son épilogue mercredi dernier. On fera le bilan ce soir sur Canal Sport. Le rendez-vous, c'est à partir de 21h. Oui, 21h, quand vous êtes à Cotonou. Et 20h en universel, au-delà de la frontière nationale, nous sommes maintenant à recevoir sur différents canaux, notamment digitaux aussi. Connectez-vous seulement et informez-vous qu'à la 3 Bénin, c'est la bonne source. Candine, merci. À demain. Très bonne journée, à demain. Ouais. Mesdames et messieurs, voici mon invité de ce matin. Il s'appelle Ange-Oxy Gomez-Mekou. Il est coordonnateur du mouvement Le Grand Mono derrière Wadaï. Monsieur Mekou, bonjour. Bonjour, monsieur Tang. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci beaucoup. Vous êtes emballé aussi, comme plusieurs jeunes, dans, je dois dire, la mobilisation populaire pour sortir les élections le 12 avril prochain, comme autant de mouvements qui se multiplient ces derniers temps. Vous faites le pari, justement, comme je le disais, de sortir les électeurs. Pourquoi est-ce que vous êtes inquiet? Voilà, nous ne sommes pas inquiets. Nous sommes nés juste au lendemain de la désignation du duo candidat au Wadaï Talata. Oui. Et nous comptons nous s'imprégner activement pour l'élection de ce duo. Voilà.
On a vu que les mouvements se disent, bon, il faut mobiliser, il faut sortir les électeurs. Et là, voilà pourquoi ma question est venue. Pourquoi est-ce que vous êtes inquiet? Les électeurs vont sortir. Il n'y a pas besoin d'être, d'une campagne qui ratisse large. On ne s'inquiète pas parce que aujourd'hui, vous avez constaté depuis un moment une ferveur populaire, une liesse autour de la candidature du duo Talata Wadayi, parce que le peuple aujourd'hui adhère carrément à ce choix. Et c'est compte tenu de tout ce que le président Talon a pu réaliser au Bénin pendant ces 10 dernières années. Nous inscrivons dans la continuité et nous n'avons pas peur du tout par rapport à ce qui se passera au soir du 12 avril 2000. Pourquoi votre mouvement est-il né en fait? Exactement, le mouvement est né parce que la continuité des actions du chef de l'État, du président Patrice Talon, doivent trouver comme socle la rigueur, la compétence est une vision. Aujourd'hui, le ministre d'État Wadayi incarne cette vision et pour nous, il fait partie de la nouvelle génération des dirigeants qui sont capables de mener à bien ou du moins de développer mieux que le président Talon l'a fait notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est carrément dans l'antichambre de tout ce qui est réforme économique et qui ont participé à crédibiliser notre pays à l'international et carrément l'ont poussé à faire venir les investisseurs dans notre pays. C'est pour ça que nous sommes nés, pour accompagner quand même ce choix. Et qu'est-ce que vous voulez apporter de façon significative? De façon significative, la plus belle femme du monde n'a qu'à apporter ce qu'elle a. Nous allons mobiliser les populations à travers nos différentes cellules que nous avons déjà installées dans toutes les communes du département du Mono, à les faire comprendre ou adhérer à la vision du projet de notre candidat, simplement. C'est ce que nous comptons faire. Oui, mais la population comprend déjà, puisque vous l'aviez dit, il y a une transformation au Bénin, le visage du Bénin a changé, le Bénin est crédible, on a des investisseurs. Vous pensez que les Béninois ne sont pas informés? Les Béninois sont informés, mais en politique, le temps de l'information n'est pas encadré. Tant que nous sommes dans l'action politique, il faut continuer toujours pas à informer les peuples, parce que nous sommes dans une compétition électorale nationale et nous ne sommes pas les seuls naturellement en lice. Nous avons aussi une candidature en face. Donc il faut travailler à faire adhérer cette fois-ci les populations à la continuité des actions du chef de l'État. Donc vous voyez. Donc. Alors je rappelle le nom de votre mouvement, le Grand Mono derrière Romuald Wadayi. En fait dans le régionalisme maintenant, c'est ça? Non. Pas du tout dans le régionalisme, parce que c'est une élection nationale. Il faut d'abord sensibiliser les populations sur le plan national avant quand même de façon particulière faire une mobilisation au niveau de notre département. Vous n'êtes pas sans savoir que le candidat Romuald Wadayi est du département du Mono et naturellement nous devons nous battre parce que tous les autres départements ont les yeux rivés sur notre département. Et vous n'êtes pas sans savoir, je vous rappelle, en 2016, le président candidat Patrice Talon, ressortissant matériellement du ZOU, avait eu un taux de participation de plus de 86%. Donc la même chose doit être dupliquée. Nous voulons même aller au-delà de ces 86% dans le département du Mono. Parce que, après tout, c'est un candidat qui est originaire du Mono. Ma question vient parce que j'ai l'impression que vous faites focus, votre mouvement, focus sur le Mono. Non, pas forcément. Parce que nous sommes actuellement en collaboration avec d'autres mouvements. D'abord pour quand même relever le taux de participation sur le plan national avant que singulièrement nous nous occupons du département du Mono. La preuve, vous avez constaté le week-end dernier une multitude d'activités sur le plan national avec le mouvement, un des mouvements phares qui soutient la candidature du président, du ministre Wadayi. Donc la question n'est pas forcément d'abord une question du département du Mono, c'est d'abord une question nationale avant d'être une question du département. Parce que ça revient très souvent, Romuald Wadayi est du Mono, il est du Mono, il est du Mono, il est devenu votre fils chéri maintenant. Il est du Mono, si c'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Je l'ai dit, les fils et les filles du Mono doivent d'une seule voix naturellement soutenir leur candidat, soutenir leur fils.
Donc, nous nous inscrivons dans cette dynamique. Voilà. En créant des mouvements pour sortir la population, est-ce que vous n'arrachez pas le rôle des partis politiques là? J'ai l'impression que vous êtes en compétition avec les partis politiques. Non. Laissez les partis politiques faire le job. Écoutez, Monsieur Tanguy, les partis politiques, leur mission est claire. La mission des partis politiques, c'est d'abord de proposer un programme, encadrer des candidats, aller aux élections. D'accord? Pendant ce temps où, par contre, les mouvements ont une mission de mobilisation à la base. Donc, ce n'est quand même pas la même chose. C'est plutôt, nous nous inscrivons dans une démarche de complémentarité. Parce que les élections présidentielles, ce n'est pas forcément l'affaire d'abord d'un seul parti politique. Il y a des potentiels candidats qui ne sont pas forcément membres des partis politiques, mais qui aspirent aussi voter, qui ont une volonté forcément d'appartenir à tel ou à tel candidat. Donc, la mission, elle est complémentaire. Les partis politiques, nous ne les arrachons pas leur rôle. Et enfin, nous ne sommes pas dans une démarche de concurrence, mais plutôt dans une démarche de complémentarité. Les partis politiques ont une mission institutionnelle politique, pendant que les mouvements qui naissent ont quand même juste une mission de mobilisation politique à la base. Il n'empêche que c'est eux qui ont désigné leur duo. Si, c'est les partis, je l'ai dit tantôt, les partis ont une mission de proposer des programmes, d'encadrer des candidats et de les accompagner pour les élections. Donc, la mission des partis politiques, c'est se voir compléter, c'est-à-dire dans une logique de complémentarité des activités des mouvements politiques. Voilà. On apprend que sur le terrain, ça se bagarre sérieusement entre mouvements et partis politiques et acteurs des partis politiques. Comment vous voyez ça? Bon, je pense que je venais de le dire, la question des élections présidentielles n'est pas forcément une affaire d'un seul parti politique. C'est une question de complémentarité à la base. Vous n'avez aucun problème avec les partis politiques? Non, nous politiques? n'avons aucun problème politique avec les partis. Au contraire, nous sommes dans une démarche de fédérer toutes les forces, les leaders locaux, les forces locales. C'est ensemble que nous allons travailler pour atteindre le taux de participation à ces élections. Quels sont vos moyens d'action? Les moyens d'action, d'abord, c'est d'informer le peuple. C'est très important. Nous descendons sur le terrain. Nous sommes en quelque sorte et nous sommes dans une démarche d'une campagne de proximité. Nous sommes dans la démarche de porte à porte. Donc, nos moyens d'action, c'est d'abord la population. C'est de travailler avec la population, de les faire adhérer au projet de société du candidat Wadayi, du duo Wadayi-Talata. Mais ça ne s'arrête forcément pas là, parce qu'il faut aussi s'informer, il faut être à l'écoute des populations, des difficultés qu'elles ont aujourd'hui, les recenser et les proposer des solutions à travers le projet de notre candidat, simplement. Voilà, le projet de société de notre candidat. Donc nous nous inspirons des propositions ou des propositions de solutions que renferme le projet de société. Et là, nous leur proposons des solutions adéquates. Parce que là, il faut forcément les adhérer, ou du moins les convaincre à adhérer au processus électoral en cours. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez voir le taux de participation sera toujours le même, comme nous l'avons décrit. J'ai posé ma question, est-ce qu'aujourd'hui ils ont besoin d'être mobilisés, les populations? Elles savent ce qu'elles doivent faire le 12 avril prochain en principe? Oui, elles le savent. La population, naturellement, qui doit sortir pour aller voter, sait que il faut sortir. Il faut sortir. Au regard du bilan de Patrice Talon. Exactement, mais davantage, trop de viande ne gâte pas la sauce. Il faut forcément les convaincre à adhérer au projet de société de notre candidat. On a vu les partis politiques établir, je dois dire, une équipe de campagne de façon solidaire. On a vu le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau former une équipe. Mais de votre côté, du côté des mouvements, il y a une multiplicité de mouvements et une multiplicité d'actions. Est-ce que vous arrivez à vous entendre? Comment est-ce que vous vous organisez sur le terrain? Comme je l'ai dit, les partis politiques ont une mission claire. Et vous n'avez pas de mission claire? Est-ce que vous avez jamais vu un mouvement proposer un candidat? La démarche, elle est juste... Oui, mais en 2016, on a vu des mouvements porter justement la candidature de Suscité et porter la candidature... En 2016, vous disiez... Oui, de Patrice Talon. Et cela a eu de succès. Mais justement, vous parlez de 2016. C'est après ça que le président Patrice Talon a initié certaines réformes dans le secteur dans l'arène politique qui désormais organise la vie des partis politiques. Donc, avant 2016, les choses ne se passaient pas de la même façon qu'après 2016. Donc, voilà.
Vous n'avez pas besoin de vous mettre en solidarité au niveau des mouvements politiques. Non, nous travaillons dans une complémentarité avec les mouvements politiques, les leaders locaux et les forces politiques locales. Vos défis actuellement, c'est quoi? Le défi, il est d'abord national, parce que vous entendez sur toutes les lèvres aujourd'hui le taux de participation. Il faut légitimer, pas légaliser forcément, légitimer notre candidat après les élections. C'est-à-dire qu'il faut un fort taux de participation. Il faut une adhésion populaire. Le défi, il est d'abord national, je le disais tantôt, avant d'être départemental. Parce que, quoi qu'on dise, notre candidat est ressortissant du mono et nous voudrons naturellement prouver que nous portions sa candidature. Donc, chez nous, c'est un défi qui se veut un taux de participation à plus de 95%, comme tous les acteurs politiques qui le chantent aujourd'hui. Vous y croyez? Oui, nous croyons fermement parce que nous sommes... La dernière fois où on a atteint vraiment un bon taux de participation à une élection, c'était en 2016. Depuis lors, ça a commencé à piquer du nez. Oui, c'est justement notre mission. Travailler aux côtés des partis politiques pour relever ce taux de participation. Les obliger ou les faire comprendre le projet de société de notre candidat, simplement, qui fait partie aujourd'hui de la nouvelle génération des... Est-ce que vous aviez compris pourquoi les populations ne sortent plus pour voter? Les populations ne sortent pas parce qu'elles ne sont pas informées. Ah bon? Ça fait partie aussi de notre mission. C'est quoi, la date d'élection, ce n'est pas connu sur les médias ou comment est-ce qu'elles ne sont pas informées? Non, écoutez, la désinformation est l'un des outils qui détruit la politique nationale aujourd'hui. Et c'est aussi notre mission. C'est de les informer du projet de projet de celui de notre candidat et de les amener à comprendre que après tout le dispositif qui est mis en place, c'est pour quand même améliorer les conditions de vie. Vos mouvements ne sont-ils pas circonstanciels? Est-ce que ça ne va pas mourir le 13 avril en même temps? Le mouvement, le Grand Mono debout derrière Wadaï ne s'arrêtera pas après les élections présidentielles. Non, pas du tout. Vous allez devenir quoi? En fait, c'est un mouvement qui va continuer par exister. Et ça va faire quoi? Pas informer la population de toutes les réalisations du ministre Ouattara, président de la République en son temps. Nous allons informer la population. C'est quoi? Ça va être une campagne électorale permanente pendant les 7 prochaines années, c'est ça? Pas forcément. Nous avons les canaux par lesquels nous pouvons informer la population de tout ce qui se fera en son temps. Le président Talon, à un moment donné, malheureusement, n'avait pas eu cette chance. Vous avez vu à la fin, il a nommé les ministres conseillers qui avaient aussi pour rôle de relayer un tant soit peu tout ce qui se faisait dans le pays. Moi, récemment, j'étais à la corniche de Cotonou, où j'ai été carrément surpris de tout ce qui se fait. J'imagine tout ce qui a été fait sur le plan national aujourd'hui, où nous n'avons pas eu forcément l'opportunité d'aller visiter tout ça. Nous serons un canal de relais de toutes ces réalisations en son temps. Voilà, donc le mouvement, le Grand Mono debout ne compte pas forcément s'arrêter. Ce n'est pas un mouvement éphémère qui s'arrêtera juste après les élections présidentielles. Alors récemment, vous aviez fait l'actualité, la une de l'actualité en écrivant une lettre ouverte notamment au chef de l'État et autres acteurs importants, majeurs de la scène politique nationale pour leur demander de changer le décor maintenant de la télévision nationale parce que, faut-il le rappeler, le 7 décembre dernier justement, il y a eu ce malheureux événement où certains militaires sont passés sur les ondes de la télévision nationale pour annoncer ce que vous savez et vous dites qu'il faut changer de décor. C'est quoi? On s'occupe des petits détails. L'élection présidentielle, c'est plus important que... C'est quoi? Une affaire de décor sur une télévision, non? L'élection présidentielle n'est pas aussi importante que ce que nous avons vécu le 7 décembre passé. Et les Béninois, dans leur ensemble, on s'était réveillés et on suit à la télévision des mutins qui se positionnent, qui annoncent qu'ils ont pris le pouvoir. C'est un souvenir que nous ne pourrons jamais oublier. Donc, ces mutins, ces assaillants ont pris d'assaut l'ORTB, principalement à travers le plateau de l'ORTB. C'est sur ce plateau ils ont exactement annoncé la prise de pouvoir. Aujourd'hui, ce plateau est toujours le même. Il n'a pas été changé. À quoi ça vous dérange? De la peau d'un Béninois, quand vous suivez les émissions de l'ORTB et que vous voyez le même plateau, nous avons en image encore ça nous rappelle, ça nous fait revivre encore ces événements du 7 décembre. Il a de quoi, il est question aujourd'hui de tourner cette page définitivement.
parce que les Béninois veulent passer à autre chose. Mais à chaque fois quand on allume la télévision et que c'est ce plateau que nous voyons, ça pose un problème. Qu'on le veuille ou non, le 7 décembre fait partie de notre histoire aussi. Ça fait partie. Ça va rester gravé, c'est clair. Est-ce qu'on ne va pas détruire justement des traces d'une histoire qui quand même fait partie de notre parcours de maturité et de marche vers justement le développement? C'est une histoire malheureuse. Et elle fait partie quand même de notre histoire. Elle reste têtue parce qu'elle est une histoire malheureuse. Il faut l'effacer définitivement. Ça ne coûte pas grand-chose quand même de changer ce plateau. Alors, vous ne savez pas, vous êtes spécialiste des questions de télé? Non, pas du tout. Oui, vous ne dites pas que ça ne coûte pas grand-chose. Je suis un citoyen observateur. Oui. À peu près, on peut avoir une... Mais un budget pour gérer une télévision, vous n'en savez pas grand-chose. Ça ne coûte quand même pas les yeux de la tête. Ah, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous en savez? Non, ça ne coûte pas non plus les yeux de la tête. C'est pour ça que nous avons dit qu'il y a d'autres préoccupations, certes. Mais à travers une cagnotte, nous pouvons accompagner le gouvernement. Le mouvement est prêt à mettre combien dedans? Le mouvement est Votre prêt. Mouvement... Le moment est venu parce que nous avons saisi le chef de l'État et nous avons fait ampliation au ministre candidat Wadani. Nous l'avons dit, il serait hors de question que le débat contradictoire lors des présidentielles se tienne sur ce plateau. Parce que ça va raviver en quelque sorte les souvenirs malheureux. Mais c'est un débat entre deux démocrates qui veulent aller aux élections de façon libre. Il ne faut pas que ce débat soit attaché à ce plateau qui nous révèle un mauvais souvenir de notre pays. Il faut forcément le changer. Nous avons, je le disais tantôt, saisi le chef de l'État à cet effet. Nous avons fait ampliation à des institutions et nous attendons toujours la réponse du chef de l'État pour lancer la cagnotte. De toutes les façons, après cette lettre ouverte, on a été contacté par beaucoup de personnes qui attendent le lancement de cette cagnotte. Pour mettre beaucoup de sous dedans? Non, nous, pas forcément nous mettrons, mais le peuple attaché à tout ce que le chef de l'État a fait n'accepterait pas que son image soit écorchée ou bien qu'il parte avec les images de ce coup d'État, forcément. Anjoxy Gomez d'être venu sur Actu Matin. Mais c'est à moi de vous remercier. Très bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer qu'on fasse une pause. Et la pause va consister justement à vous proposer le résumé de l'actualité relayé par la rédaction de Canal 3 à Bénin. C'est le Bénin en 7 jours. Juste après aussi, vous aurez le temps de voir quelques publicités. Le temps pour nous de revenir par ici pour engager nos débats. À tout à l'heure. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Moi, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. De l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée.
L'Agence nationale du domaine et du foncier a procédé le mercredi 12 mars 2026 au lancement officiel du registre des bénéficiaires effectifs. C'est une réforme qui fait suite à l'adoption le 24 avril 2024 d'un décret portant création de ce registre qui vise à identifier les personnes physiques qui, directement ou indirectement, détiennent ou exercent un pouvoir déterminant au sein des personnes morales impliquées dans les opérations foncières et immobilières. Cette réforme s'inscrit dans la dynamique de modernisation du secteur foncier et de renforcement de la transparence financière au Bénin. À travers cet outil, le Bénin entend se conformer aux standards internationaux en matière de transparence financière et renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La cérémonie de lancement a réuni plusieurs personnalités, dont les présidents d'institutions et les partenaires techniques et financiers. Les notaires, en tant qu'assujettis de premier plan dans le secteur immobilier, sont appelés à jouer un rôle central dans l'alimentation fiable et rigoureuse de ce registre. L'ambassadrice de France au Bénin a été reçue le mercredi 11 mars 2026 par le nouveau maire de Cotonou. Nadège Chouat a rendu une visite de courtoisie à Luc Nyakadja. Il s'est agi également d'échanger avec lui sur plusieurs sujets liés au renforcement de la coopération entre la France et la ville de Cotonou. La diplomate française est allée s'enquérir des grandes priorités du mandat du nouveau maire et voir comment l'équipe France peut être à ses côtés pour l'accompagner. Culture, développement urbain, assainissement sont entre autres sujets débattus au cours de cette rencontre. Nadège Chouat était accompagnée pour l'occasion de la directrice de l'Agence française de développement, de l'attaché à la gouvernance et de conseil politique de l'ambassade de France. À la fin de ce tête-à-tête entre les deux personnalités, l'ambassadrice de France au Bénin a déclaré avoir été satisfaite des échanges avec l'autorité municipale. Maintenant, il faut qu'on travaille ensemble. Le plus dur est devant nous parce qu'il faut se mettre à l'ouvrage, mais je ne doute pas que nous avons les compétences de part et d'autre pour encore plus renforcer ce partenariat entre la France et la ville de Cotonou. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a officiellement lancé l'exécution du plan de travail annuel 2026 marquant le début des activités budgétaires. C'était le mardi 10 mars 2026 à la cité ministérielle à Cotonou. Le budget qui s'élève à plus de 55 milliards de francs CFA est en légère hausse par rapport à celui de l'année dernière avec plus de 300 activités qui seront consommées. Le budget est destiné en partie aux collectivités territoriales avec le défi de la mobilisation des ressources pour répondre aux besoins des populations à la base. Cette occasion a été marquée par la présentation du bilan du plan de travail annuel au titre de l'année 2025 avec les discussions entre les différents acteurs du ministère, notamment les préfets de département et les cadres du ministère. Les nouveaux maires de la 5e mandature étaient en séminaire d'intégration et d'imprégnation le mercredi 11 mars 2026 à Ouida. L'objectif du séminaire est d'assurer l'appropriation de la réforme de la décentralisation et le renforcement des capacités des acteurs locaux. Le séminaire a pris en compte les maires des départements de l'Atlantique et du littoral et leurs adjoints. La rencontre est organisée par la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Il s'agit, selon le coordonnateur de la cellule, de poser les balises dès le départ pour permettre aux nouveaux maires de comprendre les principes majeurs qui ont présidé à la réforme structurelle du secteur de la décentralisation en 2022 et par la même occasion s'approprier les grandes dispositions de la réglementation qui organise désormais le fonctionnement des communes au Bénin. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire. Plus de 2500 milliards de francs CFA ont été injectés dans nos communes, transformant radicalement le quotidien de nos compatriotes. Le
président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu en audience le jeudi 12 mars le président de l'Association des agences de communication du Bénin. Alexis Nyanguenon et quelques membres de son équipe sont allés échanger avec Edouard Loko, la première autorité de l'instance de régulation des médias au Bénin, sur plusieurs questions de bonne collaboration, notamment celles relatives au domaine du secteur de leur association. À la suite des membres de cette association, le président de la ACRE a reçu les membres de la nouvelle mandature de l'Union des professionnels des médias du Bénin. La rencontre a été marquée par la présentation de l'équipe et d'échanges sur plusieurs sujets clés, notamment la formation des journalistes, la quête de financement auprès des partenaires et bien d'autres sujets majeurs. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Patrice Talon laisse un héritage qui tape à l'œil. Tout Béninois doit en être fier parce que désormais, notre pays, le Bénin, c'est une voix qui compte dans le Conseil des Nations et qui ne laisse personne indifférent. Rien que pour ça, le peuple béninois doit sortir massivement le 12 avril prochain pour montrer toute sa fierté. Sa fierté parce que les efforts qui ont été consentis depuis 2016 ont porté leurs fruits et aujourd'hui, le Bénin de 2026 est un Bénin moderne qui poursuit sa marche et nous devons dire à l'artisan de ce gain que nous sommes très contents de la façon dont il a conduit notre peuple pour les 10 ans que nous lui avons confiés. Et donc, dire que son héritage, nous le prenons sans avoir besoin de quelque inventaire que ce soit. Il fallait qu'il commence quelque part. Lorsqu'il a dit qu'il fallait serrer les ceintures, ce n'était pas de nos habitudes. Mais lui savait où il allait. C'est un bon leader. Il a montré qu'il sait là où il va et que si le peuple lui accordait sa confiance, ensemble, nous allons faire la marche. Aujourd'hui, à l'arrivée, nous sommes tous fiers. Nous avons serré les ceintures et nous avons vu ce à quoi cela a servi. Le 12 avril, nous devons sortir massivement pour rendre hommage à Patrice Talon, pour lui montrer que la façon dont il a conduit la République, la façon dont il nous a amenés à faire des progrès en si peu de temps, nous sommes fiers et nous lui rendons hommage pour cela. Nous lui disons qu'il aura droit à un repos mérité à partir du 21 mai, mais nous le manifestons à travers notre vote massif le 12 avril prochain. Mon fils, les mamans seront intransigeantes. Je voulais une femme douce, discrète. Je ne veux pas une femme qui fait des crises de nerfs. Je voulais une femme simple qui respecte sa belle maman. Le défi est lancé. Qui veut épouser mon fils, nouvelle saison, c'est samedi à 20h30 GMT, exclusivement sur Canal+ Pop. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà joué.
Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Wanisbet, on parie sur vous. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon déjà à 7 ans on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer, communiquer, communiquer. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de voilà, de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des dits. Vous dansez des dits. Ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur Le Plein de Midi. Au revoir. Au revoir. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Wanisbet, on parie sur vous. De la société civile et surtout des médias
qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons, avec le recul, constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie, ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Arens-Oglélé lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que le citoyen ait l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part du citoyen un certain comportement. Face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, normalement, c'est le mariage. S'il ne fait pas officiellement la grande dot, la femme ne bouge pas. C'est ça. Et le gars dit que, bon, si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Il y a des hommes qui, après mariage, ils abandonnent tout, ils n'ont rien fait encore. C'est ça. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Annuellement, ils n'offrent pas aucun plaisir à sa femme. Tu es un homme, tu n'arrives pas encore à satisfaire correctement ton épouse à la maison. Elle sait, elle se dit, bon, j'ai déjà des enfants ici, je me contente de ça. Et c'est en plus de ça, c'est ça qui sort pour aller prendre encore une autre femme dehors. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Alors, je dirais que la dot aujourd'hui, c'est vu comme autre chose. Ce n'est plus symbolique. Oui, je suis votre émission depuis Baricon. On vous est d'accord. Je vois que c'est très intéressant et j'ai voulu donner mon point de vue par rapport à... Allons-y, ça nous fait plaisir aussi. Nous sommes de retour pour finir avec la dernière ligne droite d'Actu Matin. Ce sera, faut-il le rappeler, le commentaire de Franck Kaoun que vous aurez reçu tout à l'heure, nos débats juste après, et puis à la fin, la revue de presse. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Nous allons parler un peu du parti les démocrates qui devront faire sans Boni Yahi, mais quel sera leur destin justement sans
celui qui aura dirigé le parti ces 3 ou 4 dernières années. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Les responsables du parti Les Démocrates étaient en conclave le 13 mars dernier, avec notamment plusieurs décisions prises à la clé. Au nombre de celles-ci, le constat du départ définitif de Boni Yayi et l'ouverture du parti à discuter avec des candidats qui feront la demande. Nous sommes là dans la droite ligne de la présidentielle du 12 avril prochain. Franck peut dire des conclusions, je dois dire, de cette rencontre de coordination du parti Les Démocrates. Le communiqué final, Tanguy, qui a sanctionné la rencontre du 13 mars du parti Les Démocrates, marque un tournant institutionnel majeur pour cette formation de l'opposition, la principale d'ailleurs. On observe une volonté de stabiliser le parti après le retrait d'une figure tutélaire tout en préparant l'avenir. La décision la plus frappante de ce communiqué est l'officialisation du retrait de l'ancien président Thomas Boni Yayi de la tête du parti. Un départ irréversible, une décision ferme qui laisse le parti orphelin de son mobilisateur historique. Mais il n'y a pas que cette décision, celle de la mise en place d'une régence légaliste, une période de transition imposée par l'application immédiate de l'article 17 du règlement intérieur avec pour corollaire l'intérim confié à Eric Rounete, l'ancien président bien entendu du parti. Cela montre une volonté de continuité et de respect des tests. L'objectif est d'éviter toute vacance du pouvoir ou guerre de succession immédiate qui fragiliserait l'unité du parti. Le parti Les Démocrates a pris donc d'autres précautions appréciables lors de cette rencontre du 13 mars. Il a défini le temps relativement court pour remettre les choses en marche, le délai de 3 mois pour convoquer un conseil national extraordinaire, mais le parti sous pression, c'est un compte à rebours pour la définition d'un nouveau leadership capable de porter l'héritage de Boni Yayi. Puis, je note également une sorte de service après-vente électorale. Le rapport de la commission de réflexion suggère que le parti est en phase d'introspection. La décision de rencontrer des candidats désireux montre une volonté de s'ouvrir, de mettre fin à la vie en autarcie, qui n'a pas apporté certainement grand succès au parti, surtout dans le contexte actuel des lois qui régissent désormais l'activité politique en République du Bénin. Bref, les décisions issues de ces échanges du 13 mars dernier illustrent un parti à la croisée des chemins qui tente de transformer le choc du parti de son leader charismatique en une opportunité de normalisation institutionnelle et d'ouverture diplomatique sur l'échiquier politique béninois. Tanguy. Au regard de sa première démarche et actes qui ont été posés après la démission de Yayi, le parti a-t-il des chances de suivre Franck et de se maintenir dans le paysage politique béninois? Je dois dire que la survie d'une formation politique après le retrait de son leader charismatique est le test de vérité de toute entité ou institution. Pour les démocrates, eh bien, les signaux envoyés par ce communiqué du 13 mars 2026 suggèrent une résilience réelle, mais conditionnée par 3 facteurs critiques. D'abord, les indicateurs de survie. Le parti semble avoir évité le piège de l'implosion immédiate qui guette souvent les formations personnalisées, le respect des statuts comme bouclier, en évoquant immédiatement l'article 17 et en confiant l'intérim à Eric Rounete. Les LD montrent qu'il possède une structure capable de fonctionner sans le guide spirituel. Cette transition ordonnée rassure la base et les cadres, la culture du compte rendu aussi. Le fait d'avoir envoyé une délégation à Tchaourou rencontrer Boni Yayi montre que le parti conserve une certaine discipline organisationnelle. Il ne subit pas la démission, il l'intègre administrativement et l'agilité diplomatique dont le parti a fait montre, l'ouverture vers les candidats apparaît comme l'acte le plus stratégique. En acceptant de rencontrer la FCBO le candidat de la FCBO ou d'autres candidats montrent qu'il n'est plus dans une posture de splendide isolement liée à l'ego des chefs, mais dans une logique de réel politique. Pour survivre, le parti sait qu'il doit recréer un bloc d'opposition peut-être crédible ou tout au moins éviter d'être mis en quarantaine par son propre agissement. Le deuxième point essentiel, il s'agit des défis existentiels. Thomas Boni Yayi était le principal produit d'appel électoral. Eric Rounete, bien qu'expérimenté, devra transformer une légitimité statutaire
en une légitimité populaire, peut-être comme Boni Yayi, on verra bien si cela pourra lui marcher. Sans le nom Yayi, le parti risque de perdre une partie de son électorat émotionnel dans les bastions traditionnels. Cela suppose qu'il faut tout faire pour réduire le risque de fragmentation interne. Le communiqué d'ailleurs mentionne une commission de réflexion sur les perspectives au lendemain des élections législatives. Cela trahit des tensions internes nées des résultats de janvier 2026. Si le Conseil national du 21 mars ne parvient pas à un consensus fort, des ailes dissidentes pourraient apparaître. Et puis le parti a de fortes chances de survivre car il reste la principale force de l'opposition structurée. Cependant, il ne sera plus le parti de Yayi, mais devra devenir un parti de cadre et de doctrine. Le parti LD est actuellement dans une phase de transition délicate. Il faut dire que ce parti ne plaît plus son chef. Il cherche sa boussole entre la nécessité de rassurer ses militants et l'obligation de s'allier pour exister. Le chemin est bien étroit. La survie politique est à ce prix transformer l'absence du père en une force d'action collective. Merci Franck. Voici nos débats. Bonjour. Le parti Les Démocrates était en conclave donc et a admis une ou deux réalités. Première réalité, Boni Yayi s'en va. Deuxième réalité, c'est qu'il faut quand même choisir un destin au-delà du 12 avril prochain. Et ça commence par un choix, justement, pour ce qui est de ce qui se fera lors de la prochaine présidentielle. Pour le premier élément, on en a déjà parlé par ici, Boni Yayi a décidé de partir définitivement. Est-ce que ça va être vraiment un handicap à la survie du parti dans le fond? Un handicap, à mon avis, non, mais je dirais que peut-être que ça peut limiter certains aspects, au-delà du charisme ou du moins de la popularité de celui qui s'en va. Mais au-delà de celui qui s'en va, qui reste un ancien président de la République, dont vous voyez qu'un ancien président de la République a toujours certaines personnes qui l'adulent et qui seront toujours prêtes à l'accompagner. Donc, il y a quand même cette limite-là. Mais n'oublions pas une chose. Boni Yayi a quitté le parti FCBE, et le parti FCBE aujourd'hui, bien que décrié par certaines personnes et même traité de non-opposants, mais elle reste et travaille, a pu participer aux élections, même si on voit sa popularité, là où il reste encore un peu de travail à faire. Mais au-delà de tout, les démocrates n'ont pas pu aller à l'élection présidentielle, mais la FCBE quand même est à l'élection présidentielle. Le tout suffit-il d'aller aux élections, sinon le PD aussi. Non, le tout ne suffit pas d'aller à l'élection. Non, absolument pas. Ce que je veux dire par là, le tout ne suffit pas d'aller à l'élection. Mais ça veut dire que lorsque Boni Yayi a quitté la FCBE, on pouvait également voir la FCBE s'émietter, partie en miettes. On a vu qu'il y a eu des dissensions dans le temps. Et on a entendu des propos très peu courtois entre certains leaders, certains ténors du parti FCBE en cette période-là. C'est la même chose qui est en train d'arriver aussi au niveau du parti Les Démocrates. Aujourd'hui, Boni Yayi, la page Boni Yayi au sein du parti Les Démocrates est complètement tournée et il va falloir maintenant penser à restaurer l'image de ce parti qui, pendant longtemps, s'est englué dans un système trop carré, un système trop fermé, un système d'opposants opposés, d'un système où il n'y a aucune ouverture au dialogue, à l'échange, à la main tendue. Et vous voyez un peu entre partis politiques, vous avez vu comment lorsqu'il y a eu la coordination des partis de l'opposition, vous avez vu à un moment donné, certains ont claqué la porte au lendemain parce qu'ils ont estimé qu'il y a certaines choses qui ne marchaient pas. Il y a une sorte de mainmise sur ces partis politiques. Aujourd'hui, c'est un nouveau vent qui souffle sur le parti Les Démocrates et il y a une transition qui a été mise en place de 3 mois.
Est-ce que cette transition est trop courte? Moi, je ne dirais pas qu'elle est trop courte, je dirais plutôt qu'ils ont mis quelqu'un là qui a déjà expérimenté le pouvoir au niveau du Parti Les Démocrates, parce que c'est Éric Ndoundete qui dirigeait le parti avant que Boni Yayi, à travers le Congrès, ne vienne prendre le parti et diriger à sa manière. Donc, il a déjà l'expérience de cette direction. Je pense qu'il a les coups de franche pour pouvoir faire le travail qu'il faut. Maintenant, sur ses épaules repose maintenant soit la restauration du parti ou l'implosion et le déclin, sinon la mort définitive du Parti des démocrates. Et j'estime que c'est un homme qui a assez de conviction, qui a assez d'ambition, et il saura quoi faire pour que ce parti ne s'éteigne entre ses mains. Franck? Je pense que aujourd'hui, la rencontre du 13 mars vient relancer un tout petit peu le débat au niveau du Parti Les Démocrates. Ils ont pris la mesure de la situation. Vous souffrez d'un mal et vous avez des problèmes. Tant que vous aussi, vous n'en prenez pas conscience, je pense que vous n'allez pas guérir. Et cette rencontre-là montre que le parti ne veut pas mourir. Les responsables du parti actuel ne veulent pas laisser le parti mourir, bien que n'ayant plus aujourd'hui, disons, la caution de leur président, celui-là même qui a avec son image, a conduit le parti à un certain niveau. Donc je pense que le simple fait déjà de prendre conscience du départ définitif de Boni Yayi et de désormais commencer par agir en fonction de cette donne-là est déjà un atout qu'ils mettent dans leur sac. Maintenant, il reste que, en restant collé vraiment aux thèses du parti pour régler les dissensions internes, pour régler les problèmes qui peuvent survenir sans Boni Yayi, il reste que il faut véritablement se positionner parce que nous avons une période de 7 ans devant nous. Le parti n'étant pas représenté à l'Assemblée nationale, le parti n'étant pas représenté dans aucune commune, n'ayant pas levé des sièges au niveau de l'Assemblée nationale, j'allais dire. Donc, il y a vraiment de quoi travailler pour rester toujours sur l'échiquier national. En quoi est-ce que c'est un problème que de ne pas être présent à l'Assemblée nationale ou dans les communes sur 7 ans? On a vu un parti assez intéressant. Je parlais, même s'il ne survit plus, le parti du renouveau démocratique. C'est 25 ans d'opposition dans ce pays. Le parti est resté debout. Oui, mais quand vous voyez la façon dont Adrien Ngouedi faisait son opposition, et même récemment, tel qu'il l'a fait. Comment il faisait son opposition? À chaque fois, il trouvait les moyens pour remonter. Tout le monde se disait que c'était déjà la cassure avec le régime en place, le régime avec qui il a échangé pendant tout le mandat de Patrice Talon. Vous avez vu, il sait saisir les opportunités. Il sait transformer, disons, certaines difficultés rapidement en solution pour remonter. C'est vrai, son opposition pendant 25 ans, on l'a vu, mais c'était une opposition qui lui a permis de rester dans le paysage politique de notre pays. Il animait toujours la vie politique et il n'y avait pas cette loi. Aujourd'hui, nous avons une loi qui parle de trêve politique. Ça va changer complètement les donnes pour un parti qui est allé aux élections, mais qui a fini la 9e législature avec quelques députés, mais qui n'est plus retourné. Pour moi, ça pose un problème et ça me dit, ça m'amène à dire que si ils ne trouvent pas vraiment les moyens de s'organiser, d'animer à leur manière la vie politique, c'est que après 7 ans, ils seront fragilisés. Après 7 ans, ils n'auront plus la force qu'ils ont eu, par exemple, en 2023 pour tenter d'aller à l'Assemblée nationale. Donc, la période que nous abordons est une période assez délicate, assez sensible et très longue qui va déterminer le poids véritablement des partis politiques dans le paysage de notre pays. Le deuxième axe de nos discussions, Eric, bonjour. On se demande ce que feront les militants du parti les démocrates maintenant qu'ils ont accepté en tout cas d'écouter quelques acteurs qui n'ont pas l'habitude d'écouter, faut-il dire ainsi. On a eu dans leur communiqué final que Paul a tapé à leur porte et ils se sont levés pour aller ouvrir. Bon, écoutez, il vaut mieux tard que jamais, parce que ces démarches avaient été enclenchées ici dans le passé récent et on connaît bien la réponse qui a été donnée à cette démarche. Tout ce qu'on peut souhaiter
au parti Les Démocrates, c'est de se réinventer. Mais pour ça, il y a un sacrifice, il y a un prix qu'il faut payer, le prix de se remobiliser, le prix de se mettre ensemble. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et espérer un résultat différent. Et même sur le départ de Boniaï, il faut espérer que ça soit un départ absolu, un départ sincère. Pas le genre de départ où on reste dans l'ombre et on continue encore, justement, pas orienter des discussions, pas donner des consignes. Cela va toujours continuer à fragiliser le parti et plus encore à fragiliser celui qui aujourd'hui, même si c'est par intérim, porte la tête du parti. Je pense que au regard des enjeux que nous avons devant nous et que Franck a évoqué, les membres du parti aujourd'hui doivent penser l'avenir. Les échecs du passé sont derrière eux, justement. Il faut de nouvelles approches. Et si tant est que cette démarche qui est annoncée entre le Parti Les Démocrates et puis la Force pour un Bénin émergent fait partie de cette nouvelle orientation, de cette nouvelle ouverture qu'il faut donner au parti, tant mieux. Après, ce n'est qu'une rencontre, on ne sait pas encore s'ils vont se mettre d'accord sur un agenda politique ou sur un accord politique, donc on attend de voir. Mais de toutes les façons, nous avons toujours trouvé ça un peu bizarre que deux partis qui se réclament de l'opposition soient plus ennemis que des partis de l'opposition et de la mouvance. On a toujours trouvé ça un peu bizarre. C'est vrai qu'il y a des appréciations un peu personnelles sur la nature du parti La Force qui répond au Bénin émergent. Quelqu'un a dit sur notre plateau que c'était une caméra placée au sein de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, le changement qu'il y a eu à la tête du parti n'apporte pas aussi cette nouvelle façon de voir les choses? Donc je pense que attendons de voir ce que la rencontre va donner. Est-ce que après cette rencontre, le parti pourra s'engager aux côtés du candidat de la Force que répond Bénin émergent pour battre campagne à l'occasion de la présidentielle, ou après les discussions, peut-être que les deux partis ne vont pas se mettre d'accord et chacun va reprendre son chemin. Ce qui est sûr, on ne peut pas dire que le Parti des démocrates n'a pas sa place justement sur l'échiquier politique national. La place est là, il faut la revendiquer, il faut travailler, il faut se restructurer et relancer la machine. Riche. Oui, alors, sur le probable rapprochement entre le parti Force pour un Bénin émergent et les démocrates, moi j'estime que c'est ce qu'il fallait faire depuis très longtemps. On a vu il y a quelques mois encore, ce rapprochement était carrément impossible. Et si déjà quelqu'un frappe à la porte et que l'autre ouvre, c'est la preuve qu'il y a une petite ouverture qui peut peut-être déboucher sur un boulevard d'entretien et d'échange et de coopération, sinon de collaboration. Et moi, j'estime que ces deux partis ont besoin l'un de l'autre. L'un de l'autre en ce sens que, autant les Forces pour un Bénin émergent sont aujourd'hui, ont présenté leur duo à la présidentielle du 12 avril. On sait que ce parti, bien que se réclamant de l'opposition, souffre d'une certaine légitimité au sein de l'opposition. La preuve, Eric l'a dit tout à l'heure, on a entendu beaucoup de personnes estimer que c'est un semblant d'opposition, c'est carrément une caméra placée au sein de l'opposition, c'est carrément la taupe au sein de l'opposition. Donc on a eu toutes les expressions possibles. On a vu également surtout les expressions qui ont été utilisées lorsqu'on a compris que Paul Rouquet a dû faire carrément un accord avec des partis de la mouvance pour pouvoir se positionner, avoir le parrainage qu'il faut. Et certains se disent, mais c'est pas possible, que c'est une alliance contre nature, qu'un parti de l'opposition aille négocier des parrainages avec auprès des partis de la mouvance pour pouvoir se positionner dans une élection contre ces partis, contre les candidats de ces partis de la mouvance. Donc certains se sont dit, mais écoutez, c'est une hérésie, ça ne tient pas. Mais au-delà de tout, comme on le dit en politique, la fin justifie les moyens. Aujourd'hui, c'est ce parti-là seul
qui aujourd'hui peut faire face aux candidats de la mouvance. Mais est-ce que ce parti souffre d'une légitimité? Oui, c'est une évidence. Et de l'autre côté, les démocrates qui ont quand même une certaine popularité et qui quand même, quand on parle de l'opposition aujourd'hui, le seul parti que les Béninois voient tout de suite, c'est le parti des démocrates, parce que c'est le parti qui est le plus représentatif en termes d'opposition. Donc on se dit, oui, ce parti est au bord de l'implosion. Ce parti est au bord de sa décadence. Ce parti aussi a un problème de survie. Alors je dis, l'un a besoin de légitimité, l'autre a besoin de force de survie. Alors ils ont besoin l'un de l'autre. Si ce rapprochement venait à être créé, je pense que l'élection du 12 avril risque encore de nous donner encore plus de suspense que nous n'imaginions. Mais on se demande si l'ego l'ego surdimensionné qui caractérisait le parti des démocrates va vraiment s'estomper pour qu'on ait pour que cette main tendue soit acceptée et que le parti, le militant le plus convaincu du parti des démocrates qui à un moment donné se disait rien avec la FCBE, puis se dit bon, c'est probable qu'on travaille avec la FCBE. Il y a un gros travail à faire à ce niveau. 8h59 à Cotonou. Cher monsieur, merci beaucoup d'avoir été là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Derrière moi, la rue de presse. Prenez soin de vous. Demain, à partir de 7h, on sera encore là. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Fraternité pointe que l'ex-député Malik Goumina, au sujet des 10 années de gouvernance de Patrice Talon, affirme que c'est un héritage qui fait la fierté des Béninois. L'ex-député Malik Goumina apprécie les 10 années de gouvernance de Patrice Talon. Pour lui, elles ont profondément transformé l'image et la trajectoire du Bénin. Dans une déclaration, il invite les Béninois à exprimer leur fierté et leur reconnaissance à travers une forte mobilisation lors du scrutin du 12 avril prochain. Malik Goumina estime que le président Patrice Talon laisse derrière lui un héritage marquant pour le Bénin. Selon lui, les réformes engagées depuis 2016 ont permis au pays de gagner en visibilité et en crédibilité sur la scène internationale. Pour l'ex-parlementaire, le Bénin est désormais une voix qui compte au sein des instances internationales, notamment dans les débats portés par les Nations Unies, une évolution qui, à ses yeux, doit susciter la fierté de tous les citoyens. Aujourd'hui, notre pays est devenu une voix qui compte dans les instances internationales. Le Bénin ne laisse plus indifférent, c'est déjà une grande fierté pour nous tous, a-t-il déclaré, évoquant notamment la visibilité accrue du pays dans les débats portés dans les grandes discussions internationales. Et dans moins d'un mois, les Béninois en âge de voter iront exprimer leur suffrage dans le cadre du scrutin présidentiel. Et comme le rapporte le matinal, la vague de la victoire gagne 6 nouveaux départements, une offensive de charme. Pour la nation, la plateforme des mouvements et leaders soutenant la candidature du duo Wada Intalata intensifie la mobilisation sur l'ensemble du territoire national. Le samedi 14 mars 2026, aucune région n'aura échappé à la grande mobilisation. Ainsi, on vibrait au son et rythme des géants meetings de la plateforme des mouvements et acteurs soutenant le duo Wada Intalata, Littoral, Colline, Takora, Plateau, Mono, Alibori. Près de 500 mouvements et leaders politiques ayant uni leurs forces sans toutefois fusionner ont quadrillé tout le pays. Fraternité note que la mobilisation s'intensifie dans le département des Collines en faveur du duo Romuald Wadaini Mariam Tchabitalata. Réunis le samedi 14 mars 2026 au stade Omnisport de Glazoué, les mouvements de soutien au tandem ont lancé un appel à une mobilisation massive des électeurs. Cette synergie de mobilisation démontre une continuité et une constance de la dynamique des mouvements.
Au lieu de procéder à la fusion des mouvements, comme ce fut le cas dans le mono, la plateforme a plutôt opté pour une conjugaison des efforts en vue d'un taux de participation au-delà de 80%. Outre ces mouvements, pointe le challenge, la candidature de Ouadani fait sortir des dinosaures. Syndicalistes, policiers à la retraite, Saka Fikara, sont tous emballés. Et plus encore, les promoteurs d'écoles privées se mettent dans la danse, comme le rapporte l'informateur qui écrit que les promoteurs d'écoles privées soutiennent le duo Ouadani-Talata. Pour le leader du jour, le réseau des promoteurs d'écoles privées du Bénin, REPEP Bénin, a officiellement déclaré son soutien au ticket présidentiel Romuald Ouadani Mariam Tchabi-Talata pour l'élection du 12 avril 2026. Réunis samedi à Abomey-Calavi, les membres du réseau ont exprimé leur engagement à mobiliser la communauté éducative en faveur de ce duo issu de la mouvance présidentielle. Le président du REPEP Bénin, Maxime Togan, a insisté sur la responsabilité des acteurs du secteur éducatif dans la mobilisation citoyenne. Nous sommes à un tournant décisif pour notre nation, a-t-il affirmé. Justifiant le choix du réseau, il a mis en avant le profil et l'expertise du candidat. Gasquiani ajoute que le représentant du candidat Gildas Odilon Serlin s'est montré enthousiaste. C'est une belle initiative, c'est une belle cérémonie à laquelle nous assistons et un compte rendu fidèle sera fait à qui de droit, a-t-il fait savoir avant de lancer un appel à toute l'Assemblée. C'est ensemble que nous allons construire le Bénin dont nous rêvons et que nous voulons, a-t-il confié. Dans les colonnes de 4 vérités, on lit que Narcisse Koba porte la voix du Mojied de Bénin au soutien de Ouadani Talata. Le mouvement des jeunes unionistes pour l'émergence et le développement, Mojied de Bénin, lance sa tournée nationale de mobilisation sous l'impulsion de son président Narcisse Koba. Le mouvement s'engage activement pour le soutien du duo Ouadani Talata, affirmant ainsi son rôle de bâtisseur de l'avenir du Bénin. La méthode du Mojied de Bénin est aussi simple qu'efficace: agir, mobiliser et convaincre, tandis que d'autres se contentent de discours. Les membres du mouvement privilégient l'action concrète. Ils savent que le bien accompli, même s'il ne fait pas de bruit, porte ses fruits et que ses résultats parlent d'eux-mêmes. Cette mobilisation est un signal fort. La jeunesse béninoise est déterminée à prendre part activement à la construction de son pays et à œuvrer pour le développement du Bénin sous le leadership du duo Ouadani Talata. Pour Nord Bénin, fidèle à ses valeurs et à sa vocation, le mouvement a décidé de descendre sur le terrain pour aller à la rencontre des populations et porter son message. Parce que l'avenir appartient à ceux qui agissent et non à ceux qui attendent, la jeunesse du Mojied de Bénin a pris une résolution ferme et claire: aller au charbon pour garantir au duo Ouadani Talata une victoire éclatante. Du côté de l'opposition, renseigne la nation, le candidat des forces Kori pour un Bénin émergent, Paul Hunkpe, bénéficie depuis quelques semaines d'une série de prises de position publiques qui appellent à soutenir sa candidature. Parmi les premiers à donner le ton figure l'acteur politique Fred Houenou. Au-delà de cette initiative, d'autres personnalités politiques commencent également à afficher leur position en faveur de Paul Hunkpe. C'est notamment le cas de Oudou Ali, président du comité béninois de mobilisation des peuples pour les États-Unis d'Afrique. Pendant ce temps, rapporte la cloche, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication met les bouchées doubles pour une campagne médiatique responsable et professionnelle dans le cadre de la présidentielle d'avril 2026. Après avoir rendu publique la décision portant réglementation de la campagne médiatique pour l'élection du duo président-vice-président de la République, la HAC a organisé en toute transparence le tirage au sort afin que les 2 duos de candidats en lice soient fixés sur l'ordre de passage dans les médias face à l'urne comportant 2 bulletins
Soigneusement plié, l'honorable Hassan Seibou a tiré le bulletin numéro 1, ce qui indique que le duo candidat Romuald Wadani-Mariam Tchabitalata passera en première position dans les médias conformément au planning établi par la HAC. Dans la suite, la presse du jour note qu'au Bénin, le principal parti d'opposition, le Parti Les Démocrates, que présidait jadis Thomas Boni Yahi, est en agonie. Après sa débâcle aux dernières élections législatives du 11 janvier, ce parti politique, qui était crédité de 28 députés à la 9e législature de l'Assemblée nationale, est devenu l'ombre de lui-même. Plusieurs de ses cadres ont déjà claqué la porte, dénonçant la manière dont le parti est géré, et pour ne pas se faire harakiri, certains pensent déjà à changer de fusil d'épaule. Ils ont déjà annoncé clairement qu'ils seront actifs dans la campagne pour les élections présidentielles du 12 avril 2026. Dans les rangs ou hors des rangs, se demande le journal. Fin de la revue de presse. Merci de m'avoir suivi.